Alors bonjour et bienvenue à ce laboratoire numéro 6 sur le retrait en enseignement à distance. Alors le plan de la présentation aujourd'hui, on va voir la définition du retrait, à quoi que ça sert, comment fait-on un essai, l'essai de retrait, l'analyse des résultats, comment faire un rapport professionnel et comment limiter le retrait, pour finir finalement avec une légère conclusion. Commençons avec la définition du retrait. En fait, si on regarde à la page 80 de votre manuel guide de la dernière édition, on peut lire que lors du durcissement ou de la réticulation de la résine, il y a un phénomène de retrait. En effet, pendant le durcissement, il y a un dégagement de chaleur, une réaction exothermique, et les molécules se liant les unes aux autres se rapprochent, provoquant ainsi le rétrécissement. Plus la chaleur dégagée va être grande, plus le retrait sera grand. Lorsque le phénomène est nuisible pour la qualité de la pièce, plusieurs solutions sont à envisager. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On peut donc dire que le retrait, c'est un phénomène physique qui tend à rétrécir le volume de l'échantillon. On mesure habituellement le retrait en pourcentage. Pour les intéressés, voici un article détaillé sur le sujet. C'est d'ailleurs une partie des références pour les pages suivantes. L'article s'appelle Evaluation of Cure Shrinkage Measurement Technique for Thermosetting Resins. Les auteurs sont Dashul Ushran et Peter G. Schubel. L'article date de 2010, mais reste très actuel. Alors, qu'est-ce qui cause le retrait? Au début du temps de gel, la résine se trouve sous forme liquide. Bon, ça, c'est pas une surprise pour personne. Et ces liens chimiques sont donc de type Van der Waals. Vous avez vu, vous allez voir prochainement en chimie, quels sont ces types de liens. Lors du gel, les liens se transforment en liaisons covalentes qui sont de plus en plus courtes. Les atomes se rapprochent donc, ce qui est normal que le volume donc rétrécisse. On peut voir à l'image suivante la phase liquide, la phase de durcissement, et une fois que c'est durci, on peut voir que les liens entre les atomes sont beaucoup plus courts. On a dit à la page précédente que la chaleur influence le retrait. En fait, plus la chaleur va être élevée, plus il y aura une compaction des liens de Van der Waals pour les transformer en liens covalents courts. Donc, ici, on peut voir la chaîne, plus la chaleur dégagée va être élevée, plus ils vont être serrés. Note intéressante, plus les liens sont courts, plus ils seront fragiles. Pour avoir des propriétés mécaniques maximales, il est toujours recommandé d'avoir des chaînes moléculaires longues. Donc, plus une pièce va réticuler lentement et avoir un pic exothermique bas, plus elle risque d'avoir des propriétés mécaniques maximales. C'est sûr que là, ça vient avec un problème que votre temps de production va être beaucoup plus long. Le temps influence-t-il le retrait? En fait, oui. Si on prend la mesure d'un échantillon 2 heures après le gel versus une semaine, le retrait va être légèrement différent. C'est important pour prendre des mesures de retrait que la cure soit complète. Qu'est-ce qu'on entend par cure complète? Habituellement, on s'entend à 1 semaine température de pièce ou on peut faire une post-cuisson dépendamment de la résine et pour les temps et températures en four pour pouvoir rétrécir la cure complète à quelques heures versus une semaine complète. Donc, c'est super important quand vous faites un essai de retrait qui va être bon et actuel. Je dois attendre une cure complète de la matrice avant de prendre des mesures. Est-ce qu'il va y avoir une différence entre les matrices? En fait, oui. Certaines résines vont réagir différemment à la chaleur et au pic exothermique. Par conséquent, il va y avoir un retrait différent. Si on prend un exemple entre une résine polyester ou vinylester, donc des résines UP standards, taux de retrait environ 7 à 10 %. C'est assez classique. Une résine époxy, un peu plus bas, entre 3 et 5 %. Sauf qu'il y a certaines résines qui sont formulées pour avoir un taux de retrait vraiment très bas, 1 à 2 %, comme certaines résines à moule, ce qui est quand même important, ou de nos jours, de plus en plus populaire, les résines à base thermoplastique, comme mettons la Arkema, qui est une résine à base d'acrylique, va avoir un taux de retrait presque nul parce que sa base est en thermoplastique. Quoi ça sert de connaître le retrait? En fait, il y a plusieurs utilités. On peut vérifier la conformité de la résine, avoir l'information, ne sont pas toujours disponibles sur les fiches techniques, prévoir l'outillage et ou le modèle en conséquence. C'est important. Et analyser les différences entre certaines résines ou mélanges de résines. Ça aussi, c'est super important. Ici, on a la fiche technique de la Diricane 411-350, qui est une résine vinylester. On l'a utilisée quand même plusieurs fois au courant de la session. On peut voir justement à la page numéro 2, si on va dans la section Casting Properties, on peut voir justement qu'on a le taux de retrait théorique. Ça veut dire que ça peut être intéressant justement de pouvoir se comparer par rapport à la littérature, qui est la fiche technique, ou juste
connaître le taux de retrait. Alors, on peut regarder ici dans la fiche technique une des résines qui est conçue pour justement avoir un bas taux de retrait. C'est des résines qui sont spécialement conçues pour faire de l'outillage. C'est une formule qui a été élaborée par la compagnie CCP Composite, qui est une résine d'outillage plutôt commune. Donc, si on lit la fiche technique au complet, on peut voir que il ne nous donne pas le taux de retrait. Ça veut dire que dans un cas comme ça, il faudrait tester nous-mêmes le retrait pour pouvoir prévoir la grosseur du moule à faire. Si on regarde la fiche technique de la résine ILH 3030, on peut voir qu'il ne donne pas le taux de retrait. Il donne peu ou pas souvent, en fait, les taux de retrait. C'est très rare. Habituellement, il faut faire un test pour le connaître nous-mêmes, là. Comme on a vu sur les 3 fiches techniques, il y a uniquement la 411, 350 qui l'illustrait, là. Maintenant qu'on a vu les fiches techniques, voici un exemple de pourquoi c'est important de connaître le taux de retrait quand on fabrique de l'outillage. Si je veux fabriquer un bac à fleurs, comme vous avez fait avec Mathieu lors de votre cours de moulage, si ma séquence de matériaux me donne un retrait de 1,5 %, qui est pas si haut que ça, je dois donc faire mon moule 1,5 % plus grand. Fait que si on prend un 10 par 10, ben je dois avoir un moule de 10,15 par 10,15 si on veut que la pièce rétrécisse à 10 cm par 10 cm. Ça a l'air niaiseux, mais ensuite, il faut que je réfléchisse parce que quand je vais devoir faire mon modèle pour faire mon moule, lui aussi va devoir être un peu plus grand. Fait que si la résine à moule a un retrait d'1 %, je dois donc faire mon modèle plus grand de 1 %. Ça veut dire que le modèle va avoir 10,2515 cm par 10,2515 pour avoir un modèle avoir un moule à 10,15 pour avoir une pièce à 10. Fait que le retrait est hyper important quand on prévoit et on fabrique de l'outillage. Ça a l'air niaiseux, mais sur l'exemple du bac, c'est pas beaucoup. Vous vous dites, bon, ben 2,5 mm supplémentaires, c'est pas très grave, c'est pas beaucoup. Mais sur des pièces d'envergure, le retrait peut être hyper important. Si on regarde des pales d'éoliennes comme les modèles très standards de chez LM Wind Power, qui sont les 42 mètres, on a un taux de retrait, exemple, à 0,5 %. Ben, à 0,5 % fois 42 mètres, ça prévoit environ 21 cm de retrait, ce qui est gigantesque. C'est quasiment un pied, là. Alors, c'est hyper important, justement, de considérer le retrait dans des pièces d'envergure. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on va faire un essai? On l'a dit, le retrait, c'est un phénomène physique qui va rétrécir le volume. Ça veut dire qu'il faut être capable de mesurer le volume. Donc, pour mesurer le retrait, il va falloir connaître le volume initial et pouvoir le comparer au volume final. Dans un premier lab, on a utilisé le picnomètre. C'est un outil que vous connaissez, on l'a utilisé. C'est un outil qui possède un volume spécifique très précis. Ceux qu'on a utilisés en classe, c'est des 100 ml, 100 cm3. Il y a d'autres volumes, des 50, des 75 et des 200 cm3 sont faciles à obtenir aussi. Donc, mettons qu'on utilise un picnomètre. Qu'est-ce qu'on fait? Il suffit juste de mettre la résine catalysée à l'intérieur, fermer le couvercle, essuyer le surplus. Fait qu'on sait qu'on va avoir exactement 100 cm3, donc 100 ml. Puis d'insérer le thermocouple par le top. Bon, c'est sûr que le thermocouple, ça va pas être nécessairement facile de l'insérer par le trou, mais ça peut se faire. Sauf que, c'est quoi le problème? Bon, ben, l'effet de masse associé au haut volume, parce que ça a l'air de rien, mais 100 ml dans un cylindre concentré, ça va accentuer l'exothermie et par conséquent le retrait lui-même. Ça veut dire que notre mesure ne va pas nécessairement être représentative du retrait. En plus, ça va être super important, il faut s'assurer que le pictomètre va être traité aux agents des moulins avant le test. Ça veut dire qu'on peut juste l'utiliser pour des tests de retrait et pas pour des tests de volume. Donc, on s'assure d'avoir traité aux agents des moulins, sinon vous ne serez jamais capable de sortir la POC de là. Comment est-ce qu'on fait un essai? Pour faciliter le test, on a vu qu'on peut utiliser un picnomètre, mais il va être plus standard d'utiliser des moules d'aluminium ayant une cavité en demi-lune. Les moules possèdent 2 extrémités amovibles qui sont dévissables pour faciliter le démoulage. Voici la vue du dessus qu'on peut voir avec une vue, la vue de la cavité en isométrique. Les valeurs moyennes que nous, on a au cégep, c'est des 70 ml environ. La mesure longueur, environ 255 par 26,40 par 13,20 de profondeur. C'est donc un demi-cercle parfait sur une longueur de 255.
Il y a d'autres méthodes aussi pour mesurer le retrait. Je dirais que la méthode la plus populaire, c'est la méthode qu'on fait au cégep, c'est-à-dire utiliser les moules en demi-lune. En fait, l'essai de retrait n'est pas régi par une norme. À l'époque, il y avait une norme qu'on appelait la ASTM D2566 qui date de 1986. Sauf que cette norme-là est discontinuée depuis 1993. C'est donc impossible d'en avoir une à jour parce qu'il n'y en a pas. Les moules en demi-lune datent en fait de cette norme-là. C'est pour ça que j'imagine que c'est une des méthodes les plus populaires qu'on voit encore sur le marché. On peut voir un peu mieux ici un exemple du moule en demi-cercle qu'on va croiser, souvent habituellement avec les côtés comme amovibles. Donc, un essai de retrait. C'est quoi les grandes étapes? Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on analyse? C'est ce qu'on va voir dans cette section-là. En fait, OK, je vais faire un essai de retrait, mais la question, c'est pourquoi je vais faire un essai de retrait? Est-ce que je vais faire un essai de caractérisation ou de conformité? Dans un cas comme ça, il faut prévoir au moins 3 échantillons, donc 3 moules, pour avoir un bon aperçu du comportement de la résine. On va voir un peu plus tard pourquoi, parce que le retrait est difficilement prévisible. Ensuite, est-ce qu'on veut analyser une différence entre certaines résines? Si oui, il faut encore prévoir au moins 3 échantillons pour chaque résine testée. Ou est-ce qu'on veut analyser les différences entre certains mélanges ou recettes de résine? Dans un cas comme ça, il faut aussi prévoir 3 échantillons pour chaque mélange. C'est important aussi de s'assurer d'avoir une résine de référence. Ça a l'air niaiseux, mais si on veut, exemple, comparer l'ajout d'une fibre à l'intérieur ou d'une charge, est-ce que ça va vraiment affecter le retrait? Il faut que je sois capable de me comparer par rapport à la référence qui est la résine vierge. Aujourd'hui, ce qu'on va faire est illustrer à la page 81 du manuel guide. Donc, si on ouvre la page 81, on va voir qu'on a 4 mélanges proposés de 2 résines différentes. On a la résine vinylester 411-350, 200 grammes, avec des additifs comme le cobalt et le DMA, dans le fond, pour pouvoir permettre une réticulation à température pièce. Dans le mélange 1, simplement la résine vierge, comme je dis, donc la référence. Et l'échantillon numéro 2, on va ajouter 100 grammes, donc de CaCO3. On l'a déjà essayé, le CaCO3, c'est une charge qui est relativement classique là, en composite. Ensuite, le mélange 3 va être une autre résine de référence, qui est une résine qu'on a déjà utilisée quand même souvent, la ILH 3030, résine polyester de CCP Composite. Donc, le mélange 3, 200 grammes, puis le mélange numéro 4, qui va être aussi de la ILH 3030, mais on va ajouter des fibres de verre moulues à l'intérieur. En faisant ces essais-là, qu'est-ce qu'on va être capable de comprendre et analyser? On va être capable de connaître le taux de retrait expérimental de la résine vinylester 411-350. On va être capable de comparer le taux de retrait expérimental au taux théorique de la résine vinylester qui est affiché dans la fiche technique. On peut voir aussi l'ajout de CaCO3 sur le taux de retrait de la résine vinylester. On va être aussi capable de connaître le taux de retrait expérimental de la résine polyester, ILH 3030. On va voir l'effet de l'ajout de la fibre moulue sur le taux de retrait de la ILH. Puis, on va être capable de comparer les taux de retrait entre les résines polyester ILH et la vinylester 411-350. Quelles sont les étapes pour préparer notre test? Donc, l'étape 1 va être de préparer les moules. On a dit qu'on utiliserait 3 moules par recette pour avoir un échantillonnage convenable. Donc, préparer 12 moules au total. Étape 1, les nettoyer. Ensuite, on va traiter les moules aux agents démoulants. Dans le cas du cégep, nous, on ne les traite pas. On met donc du flash tape dans le fond des barres. Le flash tape, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est un ruban adhésif à base de plastique. Ce n'est pas du masking tape, c'est quelque chose d'un peu différent. Si on opte pour le flash tape, comme dans le cas du collège, il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de bulle entre le moule et le ruban. La raison est que ça va changer finalement le résultat. Au niveau de la mesure, le volume ne sera pas exactement identique. Fait que c'est important de s'assurer qu'il n'y ait aucune bulle entre le ruban et le moule, surtout dans la zone de la cavité. Ensuite, on va assembler nos moules. On va s'assurer qu'elles sont bien étanches. Et finalement, on va identifier les moules de numéro 1 à 12. Ça aussi, ça a l'air niaiseux, mais c'est hyper important. Donc, l'étape 2 de l'essai de retrait est de mesurer les moules. En fait, c'est hyper important. Si on veut pouvoir mesurer le retrait, il faut avoir la mesure initiale et la mesure finale.
pour mesurer la mesure initiale, on va mesurer en fait la cavité du moule. Donc, on peut voir la figure suivante, un exemple de mesure à prendre. Si on regarde, on peut mesurer la longueur A de la cavité, ensuite mesurer la largeur des deux extrémités, alors B et C, et finalement mesurer la profondeur des deux extrémités. C'est hyper important d'identifier une des deux extrémités pour avoir les mêmes côtés lors des mesures d'échantillon. On peut utiliser une règle métallique pour la longueur et un pied à coulisse à échelle vernie ou numérique pour les autres valeurs. Voici la mesure des moules que nous avons au cégep. Donc, on a 12 moules, justement pour correspondre au test que nous allons faire aujourd'hui. Et voici l'ensemble des mesures qui ont été prises. Fait qu'on peut voir dans les mesures prises que la longueur est relativement fiable, mais que les largeurs et les profondeurs sont relativement variantes. C'est pas une extrême variance, mais il y en a une quand même. On peut voir que au niveau, mettons, de la profondeur, on peut avoir de 12,78 à 13,50. C'est quand même quasiment 1 millimètre de différence, donc c'est représentatif. C'est important de prendre les mesures des cavités et de façon rigoureuse. L'étape 3 ensuite va être de préparer les mélanges. Donc, on a 4 recettes à préparer, toujours à la page 81 du manuel. Je rappelle quelques petites consignes. Juste de faire attention de mélanger entre le jus du DMA et du cobalt pour éviter tout risque de feu. C'est important de noter toutes les informations des résines, des agents de polymérisation comme le DMA, le cobalt ou les catalyseurs, ainsi que des charges. C'est important aussi de noter les quantités réelles que vous avez mises dans les mélanges. Si vous avez mis beaucoup plus de cobalt ou de DMA, ça va changer grandement la courbe de temps de gel qui va être importante un peu plus tard. Donc, c'est important de noter les quantités réelles. L'étape 4 est de conditionner les mélanges. Donc, on parle de mettre des mélanges sous une lampe chauffante pour les tempérer à 25 degrés Celsius. L'étape 5 est de préparer les thermocoupes. C'est déjà quelque chose que vous êtes habitué de faire, donc c'est important. On prépare les 12 thermocoupes et on teste l'ensemble des thermocoupes pour s'assurer de leur fonctionnalité. L'étape 6 va être de préparer le système d'acquisition de données. Au collège, on utilise le DAC Pro 5300 que vous êtes habitué, donc c'est important de préparer les systèmes d'acquisition pour avoir environ 1h30, 2 heures de données. Ensuite, l'étape 7 va être de commencer le test. Donc, la résine est à 25, le système d'acquisition est prêt, tout est prêt, on peut commencer. Donc, on va partir le système d'acquisition de données. On va catalyser une des recettes, puis bien mélanger pendant au moins 1 minute. Rappel, c'est toujours important de noter l'heure à laquelle vous avez ajouté le catalyseur et de noter la quantité réelle de catalyseur que vous avez mis. Ensuite, on va verser le mélange de façon équitable dans les 3 premiers moules. On fait la recette 1, on prend les moules 1 à 3 et on va utiliser les thermocouples 1 à 3. On va taper ensuite légèrement les moules sur la table. On parle légèrement. On veut juste s'assurer qu'il n'y a pas de bulles trappées dans la résine. Donc, on tape légèrement sur la table de travail. Ensuite, on va mettre les thermocoupes au centre des échantillons. Ça a l'air banal, mais avec une forme comme ça, c'est pas nécessairement évident de s'assurer que le thermocoupe reste vraiment au centre de l'échantillon. L'étape 8 va être de finalement continuer le test. C'est important, on fait les mêmes étapes qu'à l'étape 7, mais pour les 3 autres mélanges. Il faut toujours noter l'heure à laquelle vous avez ajouté le catalyseur, noter la quantité réelle et noter quel mélange est dans quel moule. Bon, idéalement, faire mélange 1, moule 1, 2, 3, mélange 2, moule 4, 5, 6, mélange 3, etc., etc. Notez aussi quel thermocoupe est utilisé dans quel mélange. Idéalement, prenez les mêmes et ceux qui correspondent. Ça va être beaucoup moins mélangeant. L'étape 9 va être d'observer les échantillons. Donc, notez l'heure du gel, notez l'heure du pic exothermique et la température, et notez toutes les observations particulières. Si vous voyez qu'il y a une réaction étrange qui se passe, si un thermocoupe sort du centre, si il se passe quoi que ce soit, c'est important de le noter parce que ça pourrait avoir une incidence sur les résultats de laboratoire. L'étape 10 va être la fin du test. Lorsque les pics exothermiques sont terminés, on peut arrêter le système d'acquisition de données. Assurez-vous que les 4 sont terminés, par exemple. Ensuite, on va couper le bout du thermocoupe. On va transférer les données dans l'ordinateur et laisser les échantillons dans le moule jusqu'à cure complète. C'est important, on l'a mentionné un peu plus tôt. Il faut respecter la cure complète
pour obtenir des valeurs valables. Donc, dans le cas de nous à l'école, ce qu'on fait habituellement, c'est que on finit l'étape 10, puis la semaine suivante, on vient faire les mesures. Si vous êtes en industrie, vous pouvez soit attendre une semaine, ce qui est peu commun, ou faire la post-cuisson de la résine telle que mentionnée dans la fiche technique. L'étape finale de l'essai de retrait, en fait, va être de mesurer les échantillons. Fait qu'on va prendre un échantillon, donc moule 1, théoriquement, une des extrémités va avoir été identifiée. Assurez-vous de prendre les mesures qui sont correspondantes. Donc, mesure A, mesure B, mesure C doivent être les mêmes que celles du moule, sinon ça peut faire une grosse erreur lors de votre traitement des données. On peut voir ici ce que nous avons fait en 2018, le résultat que nous avons obtenu. Donc, moule 1 à 12, les données sont identifiées. On va passer ensuite à l'analyse des résultats. L'étape 1 va être de trouver les pics exothermiques. C'est la partie la plus importante de notre analyse des courbes de temps de gel, parce qu'on sait que les pics exothermiques vont influencer de façon majeure le retrait. Alors, on peut voir dans le tableau ici les mélanges, les pics exothermiques qui ont été observés. Donc, voici ici le résultat des thermocoupes qu'on a obtenus pour le mélange 1 et le mélange 2, c'est-à-dire les résines vinylesters. Je ne prendrai pas le temps de montrer les polyesters parce que c'est sensiblement la même chose. Donc, on avait 3 moules, 3 thermocoupes pour le mélange 1, qui est le mélange de référence. On peut commencer par identifier quels sont les points maximum. Moi, personnellement, j'utilise la fonction mise en forme conditionnelle. Si vous allez chercher dans règle des valeurs de plage la plus haute ou basse, moi, je prends 10 valeurs élevées. Je choisis 1, je mets en vert ou en rouge ou whatever, c'est pas important. Puis assurez-vous d'avoir sélectionné votre colonne, une à une. Donc, si je regarde ici pour le mélange, mes 3 moules, je peux descendre et voir que autour de 25 à 27 minutes, j'ai obtenu mes 3 pics exothermiques. Donc, 86, 29 et 61. 29 semble plutôt étrange, en fait. Il arrive exactement au même moment, mais c'est-à-dire en dedans de moins de 2 minutes. Là, on s'entend, on a le pic exothermique des 3 en même temps. On s'entend en moins de 2 minutes. Puis ici, on a 86, puis ici, on a 60. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange. On peut aller regarder, j'ai fait le graphique de ces 3 courbes-là. Donc, si on regarde pour la résine vinylester, les 3 échantillons pour le test de retrait, on peut voir nos 3 courbes de temps de gel. Le moule 1, moule 2 et moule 3. Le moule 2, c'est lui qui était à 29 degrés Celsius. On peut voir qu'il y a une courbe plutôt étrange. Mais on peut voir que son entrée était relativement élevée. Il semblait suivre la courbe numéro 1. Ce qu'on peut déduire de ça, en fait, c'est que probablement que le thermocoupe est sorti, en fait, ou n'était pas bien placé au centre de l'échantillon. Il devait être beaucoup plus proche du bord. En étant beaucoup sur le bord, c'est normal que sa température soit vraiment plus basse par rapport à ici, qu'on était probablement plus au centre de l'échantillon. On pourrait dire que on exclut ce résultat-là parce qu'on peut voir que le thermocoupe n'était clairement pas au centre de l'échantillon. Sinon, on devrait se trouver entre 60 et 80 degrés C. Donc, dans le cas de mon... donc, dans ce cas-ci, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exclu dans mon pic exothermique moyen la valeur de 29 degrés Celsius parce qu'elle fait vraiment pas de sens. Ensuite, si on regarde le mélange numéro 2, j'ai fait la même chose, j'ai identifié les valeurs autres. Donc, le mélange numéro 2, on s'entend, nous avons ajouté du CaCO3 à l'intérieur. Donc, si on regarde, on va descendre. Oh, et voici nos valeurs hautes. Les valeurs hautes se trouvent entre 30 et 28 degrés Celsius. Donc, les 3 en 3, c'est plutôt fiable comme mesure. Là. Les 3 thermocoupes ont cherché quelque chose en dedans de 2 degrés Celsius. Ici, on peut voir que notre temps de gel, ici, on peut voir que notre pic exothermique se trouve entre 56,30 et 59,40, c'est-à-dire en dedans de 3 minutes, ce qui fait aussi du sens. Donc, on peut voir que la même résine catalyse au même taux, avec les mêmes accélérateurs, tout est pareil. La seule différence, c'est l'ajout de CaCO3. On peut voir qu'on a un pic exothermique qui est
près de 30 minutes plus tard, ou le double de la valeur, et que la température au pic est vraiment plus basse. Vraiment plus basse. On avait autour de 70 degrés. Maintenant, on est autour de 30 degrés. Fait que c'est quand même très, très, très important comme différence. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce tableau-là? Bon, on peut voir que dans les deux cas, au niveau de la 411-350, il y a une descente majeure du pic exothermique. Dans le cas de la ILH 3030, on a aussi un pic exothermique plus bas lorsqu'on ajoute une charge comme des fibres moulues. On a vu aussi dans le Excel que l'ajout de la charge va retarder le temps de gel. C'est un peu normal comme il inhibe la température. Par conséquent, on va retarder aussi le temps de gel. Note intéressante, on a fait plusieurs temps de gel au cours de la session. On a vu qu'on a des pics exothermiques très élevés. On parle autour de 200 degrés Celsius pour les mêmes résines qu'on a utilisées, c'est-à-dire la 411-350 et la ILH 3030. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas 200, on a 74 et 57 degrés C, c'est quand même beaucoup moins haut. Plusieurs éléments peuvent expliquer la chose. On peut dire que chaque moule contient moins de résine que les tests réguliers. On a mis environ 65 grammes de résine, contrairement à 100 ou 125 grammes dans les tests qu'on a fait plus tôt. On a aussi le fait que la résine était moins concentrée. Dans le cas du test de retrait, elle était en contact avec plus de surface d'air et de moule que dans un verre. Ces deux effets-là, en fait, l'effet A et l'effet B, sont causés par ce qu'on appelle l'effet de masse. Vous allez voir plus en détail un peu plus tard, mais plus que j'ai de résine concentrée, plus qu'il va y avoir d'exothermie, plus qu'il va y avoir de retrait. Puis plus que le temps de gel va arriver rapidement. C'est vraiment ce qu'on appelle l'effet de masse. Finalement, la raison numéro 3, on pourrait dire que l'aluminium est conducteur de la chaleur, donc aide à disperser légèrement la chaleur due au pic exothermique. L'étape 2 de l'analyse des résultats va être de trouver en fait le retrait. C'est la partie un petit peu plus fastidieuse, mais c'est pas si difficile que ça quand même. On avait les mesures initiales, on avait les mesures finales. Les mesures initiales étant les mesures des cavités des moules, les mesures finales étant les mesures des échantillons. On peut calculer le pourcentage de retrait avec la formule suivante. Donc, le pourcentage de retrait va être égal à la mesure initiale moins la mesure finale sur la mesure initiale. Si on regarde le tableau suivant, on peut regarder la variation des mesures, qui est la première section. Donc, c'est mesure initiale moins la mesure finale et finalement le pourcentage de retrait. Ici, on voit, je les ai faits pour tous les moules, toutes les mesures. Ça a l'air niaiseux, mais c'est quand même très important. On peut voir ici qu'au niveau, la moyenne de la longueur par rapport à la largeur et la profondeur est très différente. Ça veut dire que si on prend juste une mesure, exemple, juste la mesure de la longueur, bien, la largeur et la profondeur, qui sont les deux critères les plus importants, vont être mis de côté. C'est hyper important de prendre la longueur, la largeur et la profondeur. Comme je l'ai dit, c'est un phénomène physique qui attaque l'entièreté du volume et pas que la longueur. Donc, si on regarde ici, 7,3 pour notre référence de la 411-350. Avec l'ajout de CaCO3, on a descendu à 4,78. C'est quand même une diminution notable. On est quasiment 2 fois moins important au niveau de la profondeur, relativement similaire au niveau de la largeur, relativement similaire au niveau de la longueur. C'est principalement la profondeur qui va changer. Ensuite, au niveau du mélange 3, qui était la ILH 3030, 2,2 au niveau de la longueur par rapport à la 411-350. 6,14 total, quand même un taux de retrait relativement plus ou moins élevé. Et l'ajout de fait moulu a changé quand même le taux de retrait aussi. Le changé, mais pas énormément. On a vu qu'il a inhibé légèrement, mais 0,15 %, c'est beaucoup moins élevé que l'ajout de CaCO3. On peut voir qu'au sein d'un même mélange, on peut avoir une différence énorme. 2,74, 5,25. Énorme. 2,75, 1,96. C'est beaucoup aussi. 7, 10,61. Donc, on peut voir que c'est une grosse différence. C'est donc important de prendre plusieurs échantillons pour avoir une mesure qui est relativement fiable par rapport aux résultats théoriques attendus. Donc, l'étape 3 va être d'analyser le tout. On va commencer avec les résines vinylester 411-350, c'est-à-dire les mélanges 1 et 2. Bon, mélange 1, on en a parlé un petit peu plus haut. Le total va être autour de 7,3 %.
Si on regarde dans la fiche technique, il nous donnait un volume shrinkage, c'est-à-dire le taux de retrait, de 7,8 %. On est à 7,3 %. Ça veut dire qu'on est relativement très proche de ce que le manufacturier dit. Donc, c'est relativement fiable, notre mesure. Et finalement, on a vu que l'ajout de CaCO3 effectué a affecté le temps de gel, la température au pic, le temps pour se rendre au pic et a diminué de façon modérée le taux de retrait. Donc, on a vu que l'ajout de la charge a une incidence importante sur le retrait, mais aussi sur le temps de gel. Ensuite, au niveau de la polyester ILH 3030, on n'avait pas la valeur du manufacturier par rapport au volume shrinkage. Donc, on ne pouvait pas comparer par rapport à la littérature, mais on a pu trouver, dans le fond, son taux de retrait expérimental autour de 6,14 %. On a vu aussi que l'ajout de fibres a affecté la température au pic et a diminué de façon légère le taux de retrait. Finalement, on peut tirer les conclusions suivantes en comparant nos 4 mélanges. Dans les deux cas, l'ajout de la charge a affecté le taux de retrait en le diminuant. Dans les deux cas, l'ajout de la charge a affecté la température au pic, a diminué et a allongé le temps de gel. On peut donc dire qu'il y a une corrélation directe entre le pic exothermique et le retrait. Les deux types de résines aussi ont un taux de retrait relativement élevé, on s'entend. Le plus bas étant 6,14, qui est relativement élevé. On peut dire aussi que c'est important de mesurer les mesures de longueur, mais aussi de largeur et de profondeur, car le retrait est un phénomène volumique et non seulement de longueur. On a vu aussi que c'est important de tester plusieurs échantillons dans la même recette parce que le retrait est difficilement prévisible. Il peut y avoir une grande variation dans les résultats dans la même recette. Donc, c'est important de faire minimum 3 échantillons pour avoir un résultat relativement viable. La section 6 est attitrée à comment faire un rapport professionnel. Cette section-là est valable relativement pour la majorité des rapports de laboratoire à faire et les laboratoires que vous allez avoir à faire dans votre futur professionnel. Alors, toujours pour commencer, une page sheet professionnelle, quelque chose de très propre, clean, très centré, le nom des auteurs, l'équipe si applicable, un titre approprié. Dans le cas ici, c'était par rapport au laboratoire 3. Nous, on fait le 6, mais l'important est de mettre le titre approprié. Ensuite, à qui vous présentez ça? Dans le cadre de votre emploi, ça peut être à votre employeur, votre patron, le département dans lequel vous travaillez. Dans le cadre du collège, on parle du cours. Ensuite, une date et l'institution. Rapport professionnel, une note sur la mise en page professionnelle. On met toujours une en-tête, un pied de page, une pagination en X de Y, un texte. Times New Roman, toujours la même police pour tout. Vous ne mettez pas des polices différentes pour votre en-tête, puis pour vos tableaux, puis pour vos figures, puis ci, puis ça. Toujours la même police. Beaucoup plus professionnelle. Interligne simple, des titres clairs et concis, un espacement approprié, des légendes pour les figures, les tableaux et les graphiques. Jamais de couleurs particulièrement excessives. Si vous mettez des couleurs trop fancy, on ne voit plus rien. Donc, c'est important de mettre quelque chose de propre et professionnel. Et finalement, toujours quelque chose de propre et corrigé. Utilisez antidote si nécessaire. Une introduction. Dans un rapport de lab, on présente le sujet du rapport. On veut savoir quand, comment, pourquoi la présentation des sujets de rapport. Vous pouvez dire dans le cadre de mon cours, blablabla. Comment vous allez faire le test? Pourquoi vous faites le test? Est-ce que je veux comparer des résines? Est-ce que je veux vérifier la conformité d'une résine? Le quand, comme on peut dire dans le cadre du cours, ou vous pouvez donner un timeline si nécessaire. Là. Important, vous ne mettez jamais dans un rapport de laboratoire professionnel des phrases du genre « depuis la nuit des temps ». Ça, c'est non. On ne met pas ça. Ensuite, la section 3 va être les informations du test. Très importante, vous devez toujours les mettre parce que si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on teste, c'est pas pertinent vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on teste? On teste telle résine. C'est quoi le numéro? C'est quoi le manufacturier? C'est quoi l'eau? Les agents de polymérisation, la température du lab, la température du test, la date et l'heure du test, les recettes théoriques, les quantités réelles et les autres informations importantes si applicables. Au niveau des résultats, vous mettez les résultats sous forme de tableaux, figures, graphiques, photos, etc. Une image vaut 1000 mots, pas besoin d'écrire 400 mots pour me présenter vos résultats. Là. Soit un graphique, un tableau,
des figures vont être bien avec quelques points importants qui peuvent être mis en évidence. Exemple, quand vous présentez un graphique de temps de gel, vous mettez toujours le temps de gel, la température de gel, température au pic, temps du pic. Vous ne mettez pas tous les points ne sont pas importants. Aussi, si vous avez observé des choses importantes lors du test, c'est la section pour les écrire. Ensuite, l'analyse des résultats, c'est pas toujours quelque chose de facile, mais c'est de comprendre et comparer vos résultats. C'est ce qu'on a fait un petit peu plus tôt. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que vous avez fait et comparer par rapport à quelque chose. Fait que vous pouvez comparer vos résultats entre eux, vous pouvez comparer à la fiche technique par rapport à la littérature, par rapport à ce que vous savez, d'autres résultats connus, etc. Puis, c'est important dans cette section-là de vulgariser l'information. Qu'est-ce que vous avez compris du test? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est un peu ce qu'on a fait justement dans la section 5. Ensuite, les sources d'erreur. Qu'est-ce qui aurait pu affecter vos résultats? Des fois, il n'y a pas grand-chose, mais exemple, vous avez mis trop de catalyseurs, c'est une source relativement importante d'erreur. Ça veut dire que vos résultats ne sont peut-être pas nécessairement bons. C'est important de les illustrer dans cette section-là. Et finalement, une conclusion, rappel du but du test, le rappel des infos de base, exemple, on voulait vérifier la conformité de la résine ILH 3030. On s'entend, ça n'a pas été très long et vous avez dit le but du test, les infos de base. Vous allez souligner les résultats importants obtenus. On a obtenu un taux de retrait de 7,3 pour la résine 411-350. Vous devez vulgariser votre analyse, pas obligé d'écrire 800 mots, là, juste voici ce qu'on a conclu. Rappelez les sources d'erreur si elles sont importantes, comme juste s'il n'y avait pas de source d'erreur majeure, genre vous avez fait une gaffe, vous avez mis trop de catalyseurs. Si c'était juste des on a peut-être fait une erreur de manipulation, blabla, plus ou moins important, vous ne le rappelez pas. Mais si vous avez fait une source importante d'erreur, c'est important de le ressouligner. Et finalement, une ouverture, c'est applicable. Si applicable. Mon test n'était pas concluant, nous devrons en refaire un autre. Si votre test était concluant ou whatever, vous n'êtes pas obligé de mettre une ouverture. La section 7 va être de limiter le retrait. On a vu que le retrait, ça peut être important. On a vu 7,3 c'est relativement important. Dans certains cas, on va vouloir limiter celui-ci. Comment est-ce qu'on peut limiter ça? Bon, aujourd'hui, on a vu qu'ajouter une charge, ça diminuait le pic exothermique. Par conséquent, ça diminuait le taux de retrait. On peut aussi diminuer la température au pic exothermique en ajoutant un inhibiteur. On peut donner un exemple du 2,4 pentadione, qui est un inhibiteur. Il va retarder le temps de gel et baisser la température au pic. On peut aussi diminuer la température au pic exothermique en diminuant le taux de catalyseur. On peut aussi diminuer la température au pic en diminuant le taux d'accélérateur, donc réduire le taux de DMA, réduire le taux de cobalt si possible. Si aucune de ces options-là est intéressante, on peut aller chercher une résine peut-être avec un taux de retrait plus faible ou ajouter un additif spécialement conçu à cet effet. Il y a certains additifs qu'on peut trouver qui sont en fait des microbilles de plastique qu'on peut venir mettre à l'intérieur de la matrice qui, eux, vont compenser lors de l'exothermie, les microbilles de plastique vont prendre de l'expansion. Par conséquent, ça va limiter le retrait de façon considérable. Finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on a appris de notre lab aujourd'hui? On a appris que le retrait, c'est un phénomène physique qui entraîne le rétrécissement du volume de la matrice et qui se mesure en pourcentage. On a vu que le test de retrait n'est pas régi par une norme. On a vu que le retrait est difficile à prévoir et il faut faire plusieurs échantillons d'une même recette pour avoir un portrait global et représentatif. On a aussi vu qu'il était important de mesurer l'ensemble des critères définissant le volume, comme la largeur, la longueur, la profondeur. On a vu aussi que le retrait est influencé par le temps, la température au pic, l'ajout d'une charge, la modification du système de polymérisation. Et on a finalement vu que le retrait peut être limité via plusieurs options qu'on a vues à la section 7. C'est ce qui conclut notre laboratoire numéro 6 sur le retrait en enseignement à distance. J'espère que vous avez appris. Et voilà.